Radio, mettez-vous d'accord, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi sur Sud Radio. Un petit coucou à Valérie Expert qui nous écoute mais qui ne peut pas parler. Petite extinction de voix, ça arrive. En revanche, j'espère que vous, pour vos coups de cœur et vos coups de gueule, vous n'aurez pas d'extinction de voix. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du CESE, qui est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Alex Darmon, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis, qui est avec moi aussi tous les vendredis. Bonjour bien Patrick, sûr, bonjour. Jean-Claude Beaujour, bonjour. Avocat président du Forum Transatlantique. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique parlementaire, auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, et qui travaille beaucoup aussi actuellement pour essayer d'avoir des informations à chaque fois autour de Boualem Sansal, etc. D'ailleurs, tiens, avant de commencer par les coups de cœur et les coups de gueule, qu'est-ce qu'on sait en fait? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Où en est-on, Arnaud Benedetti? Comme vous le savez, il a été déféré devant un tribunal jeudi dernier, que le procureur a requis 10 ans d'emprisonnement, et qu'on devrait avoir en principe le résultat du délibéré ce vendredi 27 mars. Donc on reste évidemment très prudent, très circonspect. Il y a différentes lectures qui peuvent se faire de cette accélération du calendrier judiciaire algérien. On veut y voir, nous, de notre côté, si vous voulez, une petite porte qui s'entrouvrirait, mais il faut être extrêmement, extrêmement prudent, tant les autorités algériennes nous ont habitués depuis 4 mois à souffler le chaud et le froid. D'où votre coup de cœur, d'ailleurs, l'appel demain, un rassemblement, c'est ça. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un coup de cœur, c'est surtout, je veux dire, un appel. Oui, bien sûr. Mais j'en profite d'être au micro de Sud Radio, qui, d'ailleurs, nous aide beaucoup, je dois le dire, dans ce combat pour relayer dans ce combat pour Boualem. Un rassemblement qui se tiendra place Édouard Herriot, à proximité de l'Assemblée nationale, où nous devrions être rejoints par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet, ainsi que par le président du Sénat, Monsieur Larcher, qui sont très actifs dans notre comité de soutien. Il nous a semblé justement qu'à 48 heures de ce verdict, il était important que le comité de soutien se mobilise. C'est la première fois qu'on fait un rassemblement de ce type. On a organisé beaucoup de manifestations en province. On était il y a 8 jours avec la LICRA à Strasbourg. On avait plein de monde. On était ce week-end à Saint-Raphaël dans une salle pleine à craquer. On constate que la mobilisation sur le terrain, chaque fois qu'on monte des événements, fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet évidemment mobilise les gens qui sont quand même sensibles à la cause de cet écrivain francophone enfermé dans les prisons algériennes. Mais il est important qu'on puisse se mobiliser, d'autant plus que l'Assemblée nationale doit en principe mettre à l'ordre du jour prochainement une proposition de résolution demandant la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal. Vous savez que cette proposition de résolution avait été votée à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été votée à l'unanimité, on le regrette, nous, au niveau du comité de soutien. Et on souhaite bien évidemment que lorsqu'elle sera mise à l'ordre du jour, il y ait une adoption très large de cette proposition de résolution. À 17h, oui, c'est important, vous avez raison Jean-Claude de me le dire, il faut être précis et concret. Oui, c'est uniquement à Paris pour l'instant, mais on n'écarte pas l'idée d'avoir des rassemblements en province plus tard, évidemment, si nécessaire. Oui, je rappelle que vous êtes le fondateur du comité de soutien. Et la présidente Noël Lenoir, l'ancienne ministre des Affaires européennes. Oui, qui sera demain matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 7h40 pour en parler. D'un mot, autour de la table et avec vous aussi, Jean-Luc Benamias, est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge un peu ou pas trop finalement, la mobilisation de la société française? Jean-Luc Benamias. Bon, ça bouge, mais enfin, je suis pas sûr. Enfin, très bien, je pense. Moi, j'ai signé très vite la pétition pour la libération de Boualem, évidemment. Après, est-ce que je suis suffisamment au courant de ce que veut vraiment faire le gouvernement algérien? J'écoute ce que dit Arnaud. Il dit qu'il y a quelques possibilités de... Il est plus au courant que moi j'en sais rien. Avec une très grande prudence, je le dis. Non, j'ai bien entendu, Arnaud, j'ai bien entendu. Oui, Jean-Claude Beaujour. Je pense qu'à défaut de savoir ce que veulent les autorités algériennes, c'est surtout de rappeler à nos auditeurs que c'est un homme qui est malade, qui a un cancer, qui est incarcéré dans des conditions difficiles. Donc sur le plan des droits humains, c'est quand même inacceptable. Et je veux dire, même pour ceux qui nous disent c'est justifié,
justifié au regard du droit algérien. Non, on parle véritablement de conditions humaines minimales. Et puis, je voudrais redire aussi en tant qu'avocat que j'ai été particulièrement choqué. Et là encore, je dis bien sur la forme que les autorités algériennes aient indiqué que parce que l'avocat de Boualem était juif, qu'on ne pouvait pas, qu'il ne pouvait pas venir à la défense de. Je complète, c'est que l'avocat Maître Zimri n'a jamais eu son visa pour se rendre et rencontrer son client. J'y venais. C'est extrêmement important. Donc c'est pour cela que je disais que les conditions élémentaires de procédure, de respect des droits de l'homme dans ce dossier, et je dis bien, quel que soit, et non pas que je cautionne, ce que dit, attention, non pas que je cautionne sur le fond, mais je dis bien, sans même entendre ce que l'on dit sur le fond, les conditions minimales relatives aux droits de l'homme ne sont pas là, au demeurant respectées. C'est accès à un avocat de son choix. Vous irez demain, Alex Darmon. Pour rien vous cacher, j'ai un tournage demain après-midi à l'Assemblée nationale, juste avant. C'est parfait. Et donc je viendrai, c'est certain, manifester. Allez, nous poursuivons dans un instant avec vous, Jean-Claude Benamias. Jean-Luc. Jean-Luc. Allez, j'ai fait un switch. Jean-Claude, Jean-Luc. Voilà, c'est ça. Jean-Claude Beaujour, Arnaud Benedetti, Alex Darmon et Jean-Luc Benamias. Nous poursuivons juste après le point des infos à 11h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord. Là, vous étiez plutôt d'accord quand même autour de Boualem Sansal globalement, mis à part peut-être certains partis politiques, il y a une forme d'unanimité pour essayer de défendre l'écrivain. Il me semble qu'on a des valeurs, non, enfin. Ou alors on n'est pas français, ou les valeurs élémentaires des droits fondamentaux. Oui, mais certains disent non, mais il y a de la manipulation. On va pas refaire le débat, mais on va pas refaire. On va pas refaire le débat, Patrick. Mais entre nous, si on est français, il y a des valeurs, quel que soit ce qu'a fait un homme, il faut qu'il soit en état de répondre à ses accusations et à ses accusateurs. Il faut qu'il ait libre accès à son avocat. Depuis quand on demande à un avocat sa religion pour pouvoir accepter qu'il soit l'avocat de. Non, mais j'ai bien compris. Je rappelle juste quand même un élément factuel. L'audience a duré moins d'une demi-heure. Mais on s'est compris. Moins d'une demi-heure. Allez, on va y revenir. Vous l'avez entendu, Jean-Claude Beaujour, Arnaud Benedetti, Alex Darmon et Jean-Luc Benamias sont avec moi et avec vous jusqu'à 11h dans Mettez-vous d'accord. On va voir tout à l'heure justement les Français qui sont plutôt favorables aux mesures qui visent l'Algérie avec Bruno Retailleau qui est en première ligne, le rabbin agressé à Orléans. Comment ? Jusqu'à midi. Jusqu'à midi, oui, jusqu'à midi. T'as dit 11h. J'ai dit à 11h. Ça serait déjà terminé. J'ai mis un changement d'heure ce week-end. C'est l'inconscient qui a parlé. Ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Donc le rabbin agressé à Orléans et les filles qui entretiennent ou pas l'antisémitisme. Et puis les 100 jours de Bayrou, c'était hier, et la menace de censure qui plane de nouveau sur le Premier ministre. Avant ça, nous avons entendu votre appel, Arnaud Benedetti. Voyons vos coups de cœur ou vos coups de gueule. Jean-Luc Benamias, tiens justement Jean-Luc, vous c'est un coup de cœur pour des Israéliens qui manifestent contre le gouvernement Netanyahou. Expliquez. Oui, c'est quelque chose dont on parle assez peu en France. Ça fait plusieurs semaines que ces manifestations existent. Il est bon de rappeler que, puisque Israël est une démocratie, il existe des gens qui sont pas forcément totalement d'accord avec le gouvernement Netanyahou. D'ailleurs, je pèse mes mots. Pas totalement d'accord. Ces manifestations deviennent demandent à Netanyahou et au gouvernement de démissionner. Et surtout, en fait, ce qui est pris en compte par ces manifestants et manifestantes israéliens et israéliennes, c'est la libération des otages. Et d'être que ce phénomène, que cette demande soit absolument prioritaire. Voilà. Alors le terme coup de cœur est pas génial. Mais oui, je comprends. C'est vraiment l'expression qu'il existe quand même dans la démocratie israélienne des centaines de milliers de personnes. Alors évidemment, c'est évidemment entre guillemets, mais c'est plutôt la gauche israélienne, parce qu'il y a une gauche qui existe en Israël, ou des gauches qui existent, voilà, qui en ont largement assez de voir que les otages, ça passe après, et que en même temps, les discussions de négociation avec qui se passe un peu partout, mais qui se passe surtout en Arabie Saoudite, traînent énormément, quoi. Je veux dire, clairement.
il y a un ras-le-bol, je pense, d'une partie de la population israélienne, pour que les otages redeviennent prioritaires. Oui. Alex Darmon. Non, mais je trouve ce fait très important. Jean-Luc a raison, c'est que on parle jamais de ces gens-là en Israël. On montre jamais ces images. On parle beaucoup de Benjamin Netanyahou, ce qui est normal. C'est le premier ministre israélien et il incarne la politique diplomatique et la politique nationale israélienne. Mais il est de bon ton de rappeler que effectivement Israël est une démocratie, que tous les samedis soirs à Tel Aviv, mais ailleurs dans le pays, vous avez des milliers de personnes qui manifestent. C'est pas depuis que quelques semaines, hein, parce qu'avant même le 7 octobre, vous avez cette même frange de gauche qui manifestait contre la réforme, rappelez-vous d'ailleurs, de la justice voulue par Netanyahou. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui a peut-être causé le désunion au moment du 7 octobre et un peu d'errance dans la sécurité israélienne. Donc c'est intéressant et c'est important de signaler qu'effectivement des milliers d'Israéliens se réunissent pour demander à Benjamin Netanyahou de trouver enfin un accord sur la libération des otages et d'arrêter d'une certaine manière ce qui se passe à Gaza et au Liban. Après vous avez une autre partie de la population, parce que Israël est une démocratie, et on l'a encore vu le week-end dernier quand Benjamin Netanyahou décide de limoger le chef du Shin Bet et qu'il est repris par le Conseil constitutionnel qui dit non, c'est pas à vous de décider de ça. Et il est aussi de bon ton de rappeler que comme Israël est une démocratie, vous avez le pendant à l'inverse de cette population-là, et que la société israélienne est encore déchirée aujourd'hui et encore plus qu'avant le 7 octobre. Oui. Jean-Claude, bonjour. Vous voulez attirer notre attention sur une arrestation en Turquie. En Turquie, l'arrestation, finalement, on est dans le même mouvement autour de cette table. L'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui est le principal opposant d'Erdogan aujourd'hui pour la présidentielle, bien placé dans les sondages et qui considérait qu'il était le seul à pouvoir battre le président sortant. Erdogan. Erdogan. Eh bien, il a été arrêté au motif pris de collusion avec corruption et puis accusation de proximité avec des terroristes, comme par hasard le jour où il a été désigné candidat. Alors évidemment, on ne connaît pas le dossier, on va pas rentrer dans le détail, mais il est pour le moins surprenant que la Turquie, il y a encore quelques années, voulait intégrer l'Union européenne, ne se souviennent pas, en tout cas, qu'il y a un certain nombre de règles élémentaires, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit sans rentrer dans le détail dans le dossier, mais arrêter le principal opposant alors même qu'il démarre une campagne présidentielle, voilà. Donc, ça se fait pas dans tous les pays, ça se fait un petit peu en Russie. Je veux vraiment attirer l'attention que on dit souvent que l'état de droit c'est la tarte à la crème. Le droit peut ne pas être parfait, mais l'état de droit c'est le respect d'un certain nombre de valeurs. Et oui, je dis il nous faut se signaler, relever, combattre, dire que nous ne sommes pas d'accord à ce que dans un pouvoir l'opposition ne puisse pas s'exprimer. Oui, absolument. Alex Darmon, votre coup de cœur, coup de gueule, vous? C'est un coup de cœur, mais c'est un peu en décalage de tout ce qu'il vient de dire. Oui, c'est vrai. Mais merci ça change. Alex. Mais la vie, elle est faite de complexité, d'un tas de choses, mon cher. J'étais au Stade de France hier soir et j'ai vu l'hommage qui a été rendu à Olivier Giroud, qui est un joueur magnifique en réalité, qui a fait 113 matchs avec l'équipe de France, qui a marqué 57 fois, qui est champion du monde, qui a toujours baissé la tête même lorsqu'il était critiqué pour pouvoir faire en sorte d'être encore meilleur et de pouvoir mériter sa place. Et l'hommage qui lui a été rendu hier était magnifique et était mérité. Et donc je voulais simplement adresser un coup de cœur à ce joueur qui par plein de raisons, qui pour plein de raisons et plein de caractéristiques, je trouve représente la France dans toute sa complexité, comme vous venez de le dire, sur le fait que on a le droit de pas être d'accord, mais la méritocratie, et quand vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur, et vous êtes obligé d'être sélectionné, de pouvoir aller au bout. Et je trouve que c'est un joueur formidable, et qu'on a souvent, dans toutes les émissions que j'ai eu à faire, émissions de foot que j'ai eu à faire ici et ailleurs, on lui a pas souvent rendu hommage, on disait juste quand ça allait pas, mais on disait jamais quand il était bon. Et quand il est rentré sur le terrain, il était toujours à la hauteur, et hier, il a eu enfin un hommage à la hauteur de son talent. Oui, il était courageux pour aller au bout, entre guillemets. Et puis il a marqué 57 buts en équipe de France de football. Enfin, je veux dire, ça a été un attaquant formidable et qui a joué avec plein de générations et qui ne s'est jamais plaint, en quelque sorte, des critiques qu'on lui a adressées. Et ça, c'est la valeur primaire dans le sport, c'est pas se plaindre. Jean-Luc Benamias veut réagir. Jean-Luc. Oui, j'ai regardé le match comme vous, enfin comme certains sans doute. Comme certains, 6 millions. J'ai regardé le match qui était bien mérité. Comme quoi on peut être non pas surdoué, car c'était pas un surdoué, mais avoir une carrière absolument formidable.
clairement. Et ça qu'il a eu quelques hauts et bas, en tout cas qu'il était parfois critiqué, mais globalement, Alex l'a rappelé, marqué 57 buts, c'est énorme. Il a été plus de 140 fois sélectionné, si je me rappelle bien. C'est ça. Voilà quoi. L'hommage est naturel, mais il y aura d'autres hommages, parce qu'il y en a un autre à qui on va rendre hommage, c'est Griezmann. J'espère qu'il va revenir. Ah bah Griezmann, mais sa carrière n'est pas terminée, quoi. Non, mais il a en équipe de France, il a pris sa retraite, mais on espère qu'il va revenir. On sait jamais. Vous pensez que c'est possible? Ah oui? Il devait y avoir l'hommage hier, ils l'ont annulé. Enfin, c'est lui qui l'a annulé. Oui, oui, parce qu'il avait autre chose. Sans remettre de l'huile sur le feu aussi, mais bien sûr, à l'époque de Giroud, il y avait la rivalité avec Benzema, et il y avait les anti-Giroud, les pro-Benzema, les pro-Giroud, les anti-Benzema aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ça fait partie, non mais bien sûr. Hein. À tel point que c'est même, il y a des politiques qui se sont emparés, souvenez-vous de la question, quoi. Quelle politique? Manuel Valls? Manuel Valls. Non mais c'était remonté jusque là. Bien sûr. Tiens, c'est la transition avec l'Algérie. Nous allons en parler dans un instant sur Sud Radio. Dans Mettez-vous d'accord. Les Français largement favorables aux mesures qui visent l'Algérie. Et c'est Bruno Retailleau qui est en première ligne dans notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord avec ce matin Jean-Claude Beaujour, Arnaud Benedetti, Alex Darmon, Jean-Luc Benamia. C'est vous d'ailleurs, si vous voulez réagir, hein, vous n'hésitez pas. 0826 300 300, vous avez la parole sur les réseaux sociaux également. Valérie Expert sera, je l'espère, de retour demain. Elle est à Faune, donc c'est la raison pour laquelle, évidemment, je suis là pour vous accompagner jusqu'à midi, comme le disait Jean-Claude. Jean-Luc, oh non mais décidément, j'ai des problèmes avec les heures et avec les prénoms. Je suis un petit peu fatigué. Edgar Faure aurait dit le Jean-Claude c'est moi et c'est pas l'autre. Oui, c'est ça. La confiance en Bruno Retailleau sur des sujets de sécurité, 51% pour lutter contre l'insécurité, lutter contre le terrorisme, 51%, contre le trafic de drogue et de narcotrafic, 50%. C'est l'enquête de l'IFOP pour fiducial. Ça progresse par rapport à une enquête précédente qui datait du mois de novembre pour lutter contre l'insécurité. Comment vous le jugez, vous? Jean-Luc Benamias, tiens, on va commencer par vous. Moi, je le juge en candidat pour la future présidentielle. Oui. Donc tout ce qu'il fait tourne autour d'une chose, c'est être le leader avec l'ensemble des candidats de droite qui peuvent exister. J'en compte au moins 5. Ce serait trop long à raconter, mais voilà. Donc je le juge en pleine campagne. Après, globalement, j'ai du mal à penser. Oui. Je suis les sondages comme tout le monde depuis très longtemps, que sur un certain nombre de questions, les gens qui répondent soient suffisamment au courant pour y répondre. Voilà. Après, sur des questions très précises. J'en prenais une autre sur un autre sondage de l'IFOP qui concernait Monsieur Retailleau sur ce que pensaient les Français de la décision de Monsieur Macron par rapport au peuple saharoui. Il y a des questions sur lesquelles tout d'un coup les gens répondent. Moi-même, je suis obligé de réfléchir à deux fois, d'aller revoir la carte où c'est le Saharoui. Voilà, je vous donne cet exemple-là. Ouais. Voilà. Après, voilà, je finis. Monsieur Retailleau est en campagne, voilà, face à Monsieur Wauquiez, face à Monsieur Darmanin, et j'en oublie. Oui, c'est vrai. Alors sur le soutien aux différentes mesures qui visent l'Algérie, il y a une adhésion quand même qui va de 60 à 70%, hein, quand on regarde réduction de l'aide au développement de la France en faveur d'Algérie, révocation de l'accord gouvernemental de 68. On a l'impression que à ce niveau-là, il a le soutien d'une bonne partie des Français. Arnaud Benedetti. Je laisse la parole après. Hein. Ouais. Mais qui connaît réellement quels sont les Françaises et les Français qui connaissent réellement bien l'accord de 68. Soyons sérieux. Oui. On en parle quand même beaucoup dans les médias. Oui, d'accord, on parle de l'accord, mais de ce qu'il y a dedans. Oui. Ce qui est vrai pour l'accord de 68, c'est vrai sur des tas d'enjeux politiques, sociaux, économiques. Les sondages n'ont pour but que de recueillir ce que Machiavel appelait l'humeur du peuple à un moment donné. Voilà, c'est ce qui est important. Et on fait comme ça en démocratie d'une certaine façon aussi, même si c'est pas toujours très rationnel, mais faut faire avec. Non, mais la réalité, c'est qu'on voit bien que là, de ce point de vue-là, c'est plutôt Bruno Retailleau qui est en phase avec l'opinion, parce que, in fine, quand on regarde malgré tout l'évolution de ce sondage depuis quelques mois,
moi, clairement, on a une demande très forte de fermeté de l'opinion publique vis-à-vis d'un changement de notre politique à l'égard de l'Algérie, clairement. Ouais. Donc, Retailleau s'aligne aussi sur cette position, même si c'est sa position, indéniablement, à lui, et qu'il n'est pas du tout opportuniste sur cette question. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, moi je vais parler de ma fenêtre, c'est-à-dire ce qu'on voit quand même, c'est que l'attitude qui a été l'attitude depuis 4 mois, depuis l'arrestation de Boualem Sansal, c'est-à-dire une attitude plutôt de réserve et de grande prudence de la part de la France, manifestement n'a pas fait évoluer d'un iota l'attitude algérienne. Clairement, on juge l'arbre à ses fruits, en l'occurrence. Donc, aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est que s'il y a un petit réfléchissement de la part des autorités algériennes, notamment, je ne sais pas si vous avez pu suivre le discours du président Tebboune samedi, et c'est que, je veux dire, on voit aussi que du côté français, il y a eu un infléchissement de la position, notamment sur l'accord de 68, malgré tout, même si on voit que ça fait débat au sein du gouvernement, notamment sur les visas, sur l'accord de 2007, les fameux accords Kouchner avec son homologue ministre des Affaires étrangères. Donc il y a une évolution. Moi, ça me surprend pas, sur le fond, parce que, si vous voulez, la position algérienne est tellement hostile à la France que mécaniquement, vous ne pouvez avoir qu'un retour, alors, je veux dire, de bâton du côté français. En tout cas, c'est du pouvoir. Du pouvoir. Après, la population, on parle toujours du régime algérien. On ne parle pas du peuple algérien qui est victime de son régime. Tebboune, il a dit que lui, il parlait uniquement avec Emmanuel Macron. Oui, enfin, ça fait des mois, c'est-à-dire depuis, je rappelle quand même que depuis le mois de juillet, c'est-à-dire depuis que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, que le président Tebboune ne prend plus au téléphone le président de la République française. Il engage des films, peut-être. Alex Armand. Non, moi, je vais vous dire, sur Bruno Retailleau, en l'occurrence, sur le fait qu'ils soient en phase avec la population et tout, la France est un pays de droite. Enfin, on peut monter ou descendre, se dire qu'il y a une place pour la gauche et tout, sans doute, mais aujourd'hui, dans sa globalité et dans dans les problématiques, dans les thématiques, et depuis plusieurs années, la France a pris mais comme d'ailleurs vous regardez dans les pays voisins ou dans les autres pays du monde, a pris un certain virage à droite. Ça, c'est le premier point. Maintenant, sur la forme, sur Bruno Retailleau, moi, j'avoue que je suis assez surpris le fait qu'on lui accorde ce crédit. Pourquoi ? Effectivement, c'est ses idées depuis longtemps. Mais quels sont les actes depuis qu'il est arrivé ? Alors, c'est ça le problème. Non, mais quels sont les actes ? Les résultats, vous voulez dire quoi ? Oui, les résultats. C'est pas que de sa faute, d'ailleurs. Il y a tellement une grande incertitude politique qu'il ne peut rien faire. Voilà, qu'il ne peut rien faire. Et donc, ça, ce sont les arguments du RN, d'ailleurs, qui disent, oui, alors il a des paroles, mais les actes. Mais d'une certaine manière, ils ont raison. Donc là, il va y avoir une loi sur le narcotrafic que le RN va voter, et donc qui va être, dans sa grande globalité, adoptée. Mais la réalité, c'est que Bruno Retailleau, moi, je trouve qu'il est assez malin et assez fort dans son attitude politique, parce que il prend la parole, il est même plus fort que Gérald Darmanin, ministre de la Justice, sur certaines propositions, mais en attendant, il peut pas agir, il n'a pas les moyens de sa politique. Bonjour Arnaud Benedetti. Oui. Alors tout d'abord, vous avez demandé ce que ce sondage dit. Ce sondage dit aussi, et surtout pour moi, au-delà de la personnalité du ministre de l'Intérieur, que depuis un bout de temps, les Français réclament un peu d'ordre. Ça peut choquer quand on dit, souvent on vous taxe d'extrême droite lorsqu'on dit qu'on a besoin d'un peu d'ordre. C'est de ne pas comprendre ou ne pas connaître le pays profond, parce que c'est vrai que les questions d'insécurité dans les quartiers, au quotidien, ça n'est pas forcément, je dis bien ça n'est pas forcément, on n'est pas victime au quotidien de grand banditisme, mais c'est vrai que toutes les infractions du quotidien, les incivilités qui sont devenues des infractions, etc., sont devenues insupportables aux Français. Et je pense que pendant trop longtemps, les hommes politiques ont minoré cet aspect au motif pris que c'était d'être d'extrême droite que de dire qu'on avait besoin... Ségolène Royal, qui était à gauche, disait l'ordre juste. Je me rappelle bien ces termes. Il y a eu quelques incursions, mais globalement, on disait c'était mauvais d'en passer. Donc c'est vrai que Retailleau, le ministre Retailleau, dit avec beaucoup de faconde ce besoin d'ordre. Maintenant, pour moi, le vrai sujet, et ça a été un peu abordé, efficacité, parce qu'une fois qu'on a dénoncé, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. Qu'est-ce qu'on fait, je veux encore voir, et ce d'autant qu'on est sur des sujets complexes. Je vais vous dire, j'ai fait un déplacement récemment en Guyane. On parle de la drogue, du narcotrafic. Lorsque vous avez plusieurs centaines de kilomètres de frontières entre la France et le Suriname, comment contrôlez-vous la frontière ? Il faut arrêter de raconter à nos concitoyens des histoires. Alors on peut faire toutes les lois qu'on veut, tant qu'on se dira pas
quels moyens, comment on le fait, avec qui on le fait, etc. et pérenne, des mesures pérennes, pas des choses où on va communiquer un moment, c'est là où il faut faire attention. Et je m'arrête là-dessus, pardonnez-moi, je m'arrête là-dessus. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on fera, on est volontaire et on reconnaît au ministre, mais s'il ne se passe rien, je vais vous dire ce qui va se produire, c'est que dans 2 ans, nos concitoyens vont se dire, lui, c'est encore un qui nous a raconté des histoires. Donc moi, je préfère être moins communicant il a et une plus force, il a une force parce que Alex parlait de comparer Darmanin et Retailleau. D'abord, il a une force dans son parcours politique, c'est qu'il a toujours été dans l'opposition à Emmanuel Macron. Il a jamais rallié Emmanuel Macron et il participe au gouvernement non pas, comme quelqu'un qui raille Emmanuel Macron, mais pour peser sur le cours des choses et exprimer la voix qui est la voix des LR au sein de ce gouvernement dans une coalition. Ça, c'est un premier point. Donc, c'est une force pour lui. Deuxième élément, il a quelque chose dans sa stratégie comportementale et peut-être dans son comportement d'ailleurs tout court, qui, à mon avis, dont le créditent les Français, c'est à la fois une forme de sobriété dans l'expression et dans la communication, même s'il est très présent, et deuxièmement, on le crédite d'une très grande sincérité. Et le gros problème aujourd'hui des politiques, c'est que on les crédite pratiquement tous d'une très grande insincérité. Et ils bénéficient de cette perception d'une sincérité qui, même malgré les difficultés qui sont les siennes, même malgré le peu de résultats qui sont les siens, et pour cause de toute façon, parce qu'il n'a pas les moyens de sa politique, ça lui permet de tenir. Après, attendez, je termine. Il y a un dernier point. On revient au sujet précédent. La crise des relations franco-algériennes est une épreuve de vérité pour Bruno Retailleau. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, le Premier ministre a annoncé la remise en cause éventuelle des accords de 68 dont on a parlé il y a quelques instants. Que va-t-il se passer si jamais les Algériens restent sur une position d'extrême, j'allais dire, dureté vis-à-vis de la France, s'ils ne reprennent pas leurs OQTF, et si la France, contrairement à ce qu'elle a dit, à travers la voix du Premier ministre, ne réexamine pas les accords de 68. Là, il y a un problème pour Bruno Retailleau, à mon sens. Je suis d'accord avec ce que dit Arnaud. Le seul problème, c'est qu'on oublie une variable dans cette équation, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui semble avoir remis tout le monde d'équerre autour de la table en disant c'est moi qui décide sur la politique diplomatique. Mais c'est un problème pour lui. Bruno Retailleau, il peut pas agiter le foulard, dire je vais démissionner autour de cette question-là et ne rien faire derrière sans les actes en plus. Allez, dernier point, justement avec vous, Jean-Luc Benamias, est-ce que il vous semble, comme le disait Arnaud Benedetti à l'instant, qu'il apparaît authentique et sincère, Bruno Retailleau, et que souvent c'est ce qui manque chez certains politiques. Enfin, c'est pas facile, quoi. Vous qui avez fait de la politique, mon cher Jean-Luc Benamias. Je continue à en faire, mais je ne me présente plus. Mais pas de la même manière. Bon. J'en sais rien. Pour moi, tout ça est un jeu politique dans une démocratie. Non, il n'y a pas que du jeu. Il n'y a pas que du jeu. Si, il y a beaucoup de jeux dans tout cela. Excusez-moi, je le répète. Il y a. J'entends là que M. Retailleau représente les Républicains. Demandez à M. Wauquiez s'il pense que M. Retailleau représente les Républicains. Soyons, la politique en France est en phase de décomposition, recomposition. Chacun joue un rôle. Moi, je prends ça, j'en prends acte, mais je ne mets pas M. Retailleau au-dessus de ce qu'il pourrait être. Voilà. Clairement, M. Retailleau, quand je vois que tout d'un coup, la majorité des Français le connaissent, vous auriez fait ce sondage il y a un an, M. Retailleau était totalement inconnu. Ouais, bien sûr. Juste un mot. Moi, je crois que là encore, effectivement, on est crédité de sincérité. Pour autant, ce crédit tiendra jusqu'à ce que les Français observent des résultats ou non, parce que là encore, si ce qu'on promet n'est pas au rendez-vous, on cesse d'être crédible. Allez, des résultats, est-ce qu'il y en aura aussi François Bayrou, il a atteint les 100 jours. On en parle dans un instant, et puis on reviendra aussi sur le rabbin Gressé à Orléans, avec ce défi. Comment combattre le poison de l'antisémitisme dans notre société. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff.
Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous dit pas sur tous les sujets de société, de politique. C'est dans Berkoff, dans tous ses états. À tout à l'heure, à midi. Mettez-vous d'accord, Patrick Roger. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avec Jean-Claude Beaujour, Arnaud Benedetti, Alex Darmon, Jean-Luc Benamias. J'ai tout dans l'ordre, évidemment. Cette fois, quand même, pour les auditeurs qui nous suivent sur Sud Radio, Valérie Expert, j'espère, sera là demain. Bien sûr, un petit problème de voix. Alors, il y a cette affaire d'Orléans, du rabbin agressé, avec derrière des questions: comment combattre le poison de l'antisémitisme? Est-ce qu'il y a certains partis, vous voyez de qui je veux dire, qui entretient de l'antisémitisme en France? Et puis l'enquête elle-même, hein, donc sur ce jeune interpellé, on ne sait pas, il serait mineur selon certaines sources, il est entendu actuellement, hein, il aurait 16 ans, mais on a du mal à le savoir. Il est connu au moins sous 3 identités, une marocaine, 2 palestiniennes. Est-ce que après c'est le hasard, ou parce qu'il a croisé en fait le rabbin dans la rue, ou alors est-ce que ça a été en fait vraiment délibéré? Il y a un certain nombre de questions derrière tout ça. Donc c'est pour ça que parfois il faut s'exprimer aussi avec prudence et un peu de réserve. En tout cas, il y a quand même des agressions antisémites qui ont progressé ces dernières années en France, et ça c'est un vrai fléau, qui plus est probablement aggravé par la situation et les conflits que nous connaissons, hein, Alex Darmon. Hein. Oui, mais enfin franchement c'est affligeant ce qui est en train de se passer dans notre pays. On est en train de dire qu'il faut combattre le poison de l'antisémitisme en 2025. Je crois qu'on prend pas la juste mesure des choses. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Vous avez ce rabbin, le Rav Engelberg, qui sort de son lot de culte après la prière du samedi, qui est avec son fils, qui rentre chez lui et qui fait prendre à partie parce qu'il est juif. Voilà, donc après qu'on cherche des insultes et tout, des insultes au nom, à travers tous les juifs par rapport au conflit israélo-palestinien. Ce qu'on ne voulait pas faire est arrivé, c'est-à-dire transposer le conflit qui se passe là-bas ici en France, et c'est d'une violence inouïe en réalité. D'une violence inouïe, parce que vous parlez de l'augmentation des actes antisémites. Il faut savoir qu'en 2023, les actes antisémites étaient environ, peut-être un petit peu en dessous, à 500 actes en France. Qu'en 2024, ils sont passés à 1500, et qu'en 2025, ils vont sensiblement être sur les mêmes chiffres. 1500 actes antisémites dans notre pays aujourd'hui, en 2025. Et on dit il faut combattre ce poison de l'antisémitisme, et dans le même temps, vous avez des manifestations contre le racisme, contre le soi-disant racisme qui se tient, où vous avez des slogans samedi, mais le jour même de cette attaque, où vous avez des slogans avec des drapeaux palestiniens. Comment vous voulez pas réveiller la haine du juif en faisant ça? C'est vraiment, quand vous faites de la politique et vous dites que c'est pas votre intention, ou que vous pouvez avoir un avis, mais ça veut pas dire que vous êtes antisémite. Peut-être, ça je le remets pas en cause, mais la responsabilité aussi, elle appelle au fait de faire attention à ce qu'on dit, et de faire attention aux propos ou aux actes qu'on aurait quand on fait des affiches électorales. Voilà. C'est ça, parce que c'est ça que vous vous demandez, c'est par rapport à ce que fait LFI. Et je suis désolé, la France Insoumise aujourd'hui ne peut pas se dédouaner de ce qui peut se passer. Je dis pas qu'elle est responsable complètement, mais en tout cas, elle y participe d'une certaine manière. Ouais, elle entretient. Jean-Luc Benamias, vous trouvez que LFI entretient cet antisémitisme? Revenir sur l'attaque de ce rabbin. Je veux féliciter le riverain qui est intervenu immédiatement. C'est vrai. Ce qui est quand même, ce qui montre que il y a des gens qui réagissent vite. Et heureusement, parce que peut-être que ça aurait continué. Je veux dire, je vous l'avais vu comme moi à la télévision. Après, moi j'étais aux manifestations de samedi, à Marseille, qui est quelques slogans qui ne me vont pas du tout, c'est une évidence. Après, la lutte contre le fascisme et contre le racisme, il s'agissait de ça, demande évidemment aujourd'hui beaucoup de mobilisation, car nous sommes entourés en Europe et dans le monde d'une montée de l'extrême droite, extrêmement puissante. Je pense pas qu'à l'Allemagne, je pense à d'autres pays aussi. Donc voilà. Après, est-ce que la LFI ne fait pas d'erreur? Est-ce que la direction de la LFI ne fait pas d'erreur? Si elle en fait. Elle en fait dans certaines images que nous avons vu circuler la semaine dernière, qui sont des erreurs qui peuvent apparaître et qui le sont, que je peux juger comme gravissimes. Voilà. Après, est-ce que, pour autant, je juge comme personne de gauche,
et écolo par ailleurs. Que la LFI et l'électorat de la LFI est antisémite? Non, je pense que non. Bah, et peut-être certains quand même, parce que si on laisse passer ces affiches, il y a des gens qui sont antisémites. Mais c'est un problème. Moi, Jean-Luc, je veux bien, mais il y a un vrai problème. Jean-Luc, Arnaud Benedetti. Moi, j'ai été extrêmement, je veux dire, pendant des années et des années, je veux dire, prudent quant à la caractérisation de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, mais force est de constater quand même que il y a une extrémisation, c'est le moins qu'on puisse dire, des positions de LFI maintenant depuis plusieurs années, et encore plus depuis le 7 octobre. L'affiche, ce n'est pas une erreur, c'est une faute. Une erreur, je veux dire, c'est une chose, c'est une faute politique et c'est une faute morale. Et quand on voit les arguments qu'ils ont utilisés pour essayer de se dédouaner, c'est des arguments de cours élémentaires. En disant que c'était l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Je suis désolé, c'est des arguments de cours élémentaires première année. Je veux dire, on ne peut pas accepter. Il y a bien un directeur de la communication à LFI qui a validé à un moment donné cette affiche qui, encore une fois, reprend à peu près, presque morphologiquement, tous les codes qui étaient les codes des affiches antisémites des années 30. Je veux dire, il suffit de faire une comparaison. Donc, c'est bien volontaire. Mais c'est volontaire. Il y a une partie, qu'on le veuille ou non, à LFI, qui aujourd'hui entretient cette ambiguïté pour parler à une frange de son électorat. Je crois qu'il faut à un moment donné dire les mots sur la situation. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et que sont ces mêmes gens qui viennent nous dire qu'il faut manifester contre le racisme, la xénophobie, et qui plus est, contre l'antisémitisme. Je veux dire, il n'y a aucune crédibilité, malheureusement, dans leur prise de position. Syndicats et partis politiques qui ont appelé aux manifestations. Ouais, mais enfin bon, je veux dire, manifester avec eux, c'est un problème, hein, quand même. Hein. Bon, moi je trouve. Je voudrais. Jean-Claude, bonjour. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Jean-Luc et à la question qu'a posée Patrick. Moi, à la limite, j'ai presque envie de dire, je ne veux même pas rentrer dans le débat de savoir est-ce que LFI est antisémite ou pas, parce qu'on rentre dans un débat où finalement, ça déplace le débat. Moi, ce que je constate, c'est que le discours tenu par LFI, ce discours alimente l'antisémitisme. Il l'alimente indiscutablement. C'est ça le point. Il suffit pas, on peut qualifier, on va passer du temps à essayer, est-ce que oui, est-ce que non, etc. Moi, c'est moins mon sujet. Je ne dis pas que c'est un sujet mineur. Je dis simplement, on rentre dans un autre débat. Ce que je constate, il l'alimente. À un moment donné, et nous étions tout à l'heure d'accord pour dire qu'il est normal qu'il y ait une gauche israélienne qui rappelle qu'il y a la démocratie. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir simplement dire que certains actes sont inacceptables, ne sont pas acceptables. En République, c'est tout. Et essayer de justifier alors, alors, vous allez jusqu'où à partir du moment où vous dites ça, est-ce que ça veut dire qu'un tel parti doit être interdit, condamné? Jean-Claude. Non, moi j'ai pas dit qu'il fallait être. J'ai dit clairement qu'il faut dire aujourd'hui quelles sont les positions de ce parti, clairement. Mais c'est pour cela que on se rejoint sur la conclusion. Je vous ai dit que le débat de savoir s'ils sont antisémites, c'est avant tout le débat des actes et des propos qui sont tenus. D'autant qu'on a une responsabilité lorsqu'on est un acteur public, un leader d'opinion, on a des responsabilités. Et donc, il faut sanctionner systématiquement ceux et celles qui contribuent. Moi, simplement, il y a une justice dans le pays, en réalité. Et moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Donc demain, s'ils ont des propos, s'ils ont des actes antisémites, il faudra les attaquer en justice. C'est ce que je dis. Voilà, non, mais je suis d'accord. Ils devront être condamnés. Voilà. Et pour le moment, ils n'ont pas été condamnés. Bon, ça, il faut le constater aussi. Première chose. La deuxième chose, moi, j'aimerais simplement dire une chose et être très clair avec vous. Je donnais ces chiffres tout à l'heure, mais le vrai problème, il est là, en fait. C'est qu'en 2022, vous avez 400 actes antisémites. En 2023, 1500. En 2024, 1500. Et on verra en 2025. Il y a une détresse. Je vous le dis vraiment. Je vais terminer là-dessus, Jean-Claude. Simplement, il y a une détresse dans la communauté juive. Pourquoi ? Parce que il l'a dit tout à l'heure, Jean-Luc. Effectivement, il y a un riverain qui est intervenu. Très bien. Mais vous savez qu'aujourd'hui en France, il y a des actes malheureusement tous les jours où personne n'intervient. Vous savez que malheureusement aujourd'hui en France, quand vous êtes de confession juive et que vous allez prier le samedi matin à la synagogue, malheureusement, vous êtes obligé de passer devant les policiers. Vous savez qu'aujourd'hui en France, quand vous avez des enfants
en école juive, vous êtes obligé de les amener à l'école et qui sont, une fois sur deux, obligés de passer devant des militaires ou devant des policiers. Malheureusement, quand vous allez à un concert d'Enrico Macias, parce que vous avez une affinité avec cette chanson-là, vous êtes à un concert et il y a des boules puantes qui sont déversées dans une salle de concert. Et malheureusement, quand vous êtes juif français aujourd'hui, vous avez à subir ça. Et depuis des années, on entend qu'il faut lutter contre le poison. Je vais porter témoignage à ce que dit Alex. Il y a quelque temps, j'étais à un mariage à une synagogue, j'avais ma kippa et après la cérémonie, il faisait beau, on sort avec quelques copains, rigoler, s'embrasser. Et il y a le rabbin qui vient me voir et qui me dit rentre parce qu'avec ta kippa, tu peux subir une agression. Je vais vous dire, ça traumatise quand vous vivez cela au quotidien. C'est vrai, et je dis c'est vrai. Quand on vit cela, c'est insupportable et c'est cela qu'il y a d'inacceptable. Ce qui d'ailleurs, parce que souvent on vous dit vous ne parlez pas des actes islamophobes, mais moi je condamne tout autant, sans réserve, les actes islamophobes. Ouais. Arnaud Benedetti. Non, je voudrais rebondir sur ce que disait Alex. La vérité, c'est que, si vous voulez, l'antisémitisme est rené de manière forte en France et visible depuis une vingtaine d'années. Je rappelle qu'il y a 13 ans, des enfants ont été assassinés dans une école parce qu'ils étaient juifs. C'était en 2012. Et là où véritablement il y a quelque chose d'absolument inacceptable chez ceux qui, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, flirtent avec l'antisémitisme, c'est qu'ils n'ignorent rien de ce climat, qu'ils n'ignorent rien de cette montée en puissance d'un antisémitisme sous une nouvelle forme, et que, au lieu de le combattre, il l'instrumentalise à des fins électorales. Et vous voyez bien de qui je parle. En l'occurrence, c'est ça le vrai problème. C'est que un certain nombre de leaders de la France insoumise ne peuvent pas ignorer la réalité de la montée en puissance de l'antisémitisme qui est depuis une vingtaine d'années une réalité dans ce pays, qu'il a pris une nouvelle forme et que clairement, le moins qu'on puisse dire, c'est que LFI ne sert pas aujourd'hui la cause de la lutte contre l'antisémitisme, loin de là. Oui, et de toutes les discriminations, parce qu'au fond, finalement, ils organisent la polarisation et une forme de séparatisme dans le pays. Oui. Allez, dans un instant, Mettez-vous d'accord, 100 jours de Bayrou, est-ce qu'il est de nouveau sous la menace d'une censure ? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. D'accord. Patrick Roger. Mettez-vous d'accord jusqu'à midi avant de retrouver André Berkoff et tous ses invités tout à l'heure. Qui a dit « Je ne suis pas énarque, je ne suis pas parisien, je refuse les éléments de langage, la com, les Français veulent de l'authenticité, nous devons avancer. » C'est François Bayrou ce week-end, interview dans la Tribune à l'occasion des 100 jours de François Bayrou. Jean-Claude Beaujour, Arnaud Benedetti, Alex Darmon et Jean-Luc Benamias, parce qu'on l'accuse, entre guillemets, de faire de l'immobilisme. C'est pour ça qu'il dit nous devons avancer. Mais alors il a du mal à avancer, et puis maintenant il y a la menace de nouvelles censures, Arnaud Benedetti. Oui, mais vous savez, de toute façon, quel que soit le Premier ministre, compte tenu de la configuration de l'Assemblée nationale, il se retrouve dans une situation qui est absolument impossible, parce qu'encore une fois, je le répète, pour la première fois sous la Ve République, nous avons une coalition gouvernementale qui est minoritaire. Donc déjà, vous avez un problème de fond, un problème structurel. Après, on voit que François Bayrou, il a réussi une seule chose depuis qu'il est Premier ministre, c'est d'avoir réussi à faire adopter un budget, ce que n'était pas parvenu à faire Michel Barnier. Après, aujourd'hui, on voit bien que sa durée de vie, elle est tout simplement indexée sur les intérêts stratégiques et tactiques de toutes ces oppositions. Quand, à un moment donné, le Rassemblement national jugera qu'il faut siffler la fin de la récréation, à ce moment-là, on peut imaginer que François Bayrou sera en difficulté. Et on voit que sur la question des retraites, la question des retraites qui est importante, parce que on se souvient que c'était comme ça qu'il avait réussi à neutraliser le Parti socialiste. On voit bien que, c'est en train, malheureusement, de devenir beaucoup plus compliqué à partir du moment où les syndicats, je pense notamment à la CGT, FO et vraisemblablement aussi la CFDT, ne vont plus suivre, la ligne de discussion qu'essaye d'instiller le gouvernement. Je ne vois pas comment le Parti socialiste peut continuer, lui, de son côté, à ne pas voter une censure. Donc à un moment donné, inévitablement, la censure tombera. La vraie question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle tombe. Voilà. Avec notamment cet arbitrage ou pas du RN, ce que vous avez dit tout à l'heure, et donc les politiques et une partie de la France est suspendue aussi à la décision qui concernera Marine Le Pen. Est-ce qu'elle pourra se présenter, c'est la semaine prochaine, est-ce qu'elle pourra se présenter ou pas, bien sûr. Jean-Luc Benamias.
Sur François Bayrou. Depuis le départ, le gouvernement Bayrou sait qu'il est forcément instable. Le miracle déjà, c'est qu'il est tenu 100 jours. Hein. C'est déjà beaucoup. Évidemment que ça ne durera pas. Ça ne durera pas. J'ai pas le nombre de semaines. Mais à un moment donné, évidemment, vous l'avez dit. Bon, d'abord, il fait quelques erreurs. Très mauvaise défense sur Bétaram. Ok. Première erreur, c'est pas suffisant. Deuxième erreur, c'est de demander aux forces syndicales et patronales de discuter, puis de dire à un moment donné, non, on discutera pas de ça, alors que j'avais dit qu'on discuterait de tout. Alors évidemment, ça brouille. Et il n'y a pas que les syndicats, enfin les grands syndicats qui ont quitté la salle. Il y a aussi une partie des mouvements patronaux. Alors moi je trouve que la ligne par rapport à cela, comme c'est assez souvent le cas d'ailleurs, on va l'appeler centrale de la CFDT, c'est de dire on va essayer de continuer à discuter, mais sous notre gouvernance, sous la gouvernance patronale, syndicale et patronale. C'est plutôt, à mon avis, malin. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est, vous l'avez dit, je n'invente rien et je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord. Ça dépend maintenant. Évidemment, il y a un congrès du PS, déjà, voir quel est le résultat du congrès du PS, c'est pas joué, c'est en juin. Deuxièmement, évidemment, le procès qui entoure le RN, mais ça ne jouera pas non plus tout. Là, le RN a quand même une grande puissance dans les mains, c'est qu'il représente une des grandes fractions minoritaires à l'Assemblée, mais une des grandes fractions, et que s'il décide à un moment donné de voter, enfin, je n'apprends rien à personne, la censure avec l'ensemble de la gauche, le gouvernement tombe. Et ça aurait été le cas pour bien d'autres gouvernements. Oui, ben voilà. Alex Armand. Non, mais vous avez dit, c'était très bien dit, il a du mal à avancer. Par contre, il a plus de facilité, je trouve, moi, à reculer, François Bayrou. Et la vérité, c'est que le fait de convoquer un conclave en disant, comme tu l'as dit Jean-Luc, parler de tout, mais de poser comme condition sine qua non au début de ce conclave, on va pas revenir sur l'âge de 62 ans, moi, je trouve ça un peu facile quand vous êtes Premier ministre de faire ça. C'est de donner à chacun ce qu'il veut entendre à un moment donné et le moment arrivé de dire, non, finalement, je me suis trompé. Et le vrai problème de François Bayrou, c'est que, pour moi, le gouvernement est tellement éclaté qu'il n'a pas de ligne politique claire. Et comme il n'a pas de ligne politique claire, il aura beau vouloir avancer, il y a un moment donné où ça va bloquer, en fait. Et donc, c'est même pas des faits politiques qui aujourd'hui empêchent d'avancer, ce sont des faits extra-politiques. Sur le procès de Marine Le Pen d'un côté, sur ce que fait la France Insoumise de l'autre côté. Et en fait, il faut qu'ils mettent tout le monde d'accord. De l'autre côté et aussi, de Bétaram aussi de l'autre côté. Et en fait, François Bayrou, plus que à la politique législative du pays, j'ai l'impression qu'il pense à l'élection 2027. Et c'est pour moi là déjà l'erreur depuis le départ. C'est que quand il a été nommé, il aurait dû avoir une politique claire. Il a pris beaucoup de temps pour nommer un gouvernement. Comment voulez-vous avoir une politique claire alors que vous avez un Premier ministre minoritaire? Ça fait longtemps qu'il fait ça, le problème. Ça fait longtemps qu'il se prépare à être Premier ministre. Donc on pouvait espérer qu'il arrive en étant vraiment préparé et avec un plan d'action de mettre tout le monde autour de la table. Alex, pardonne-moi, mais tu sais très bien que quel que soit le temps de préparation, il y a une réalité politique sur laquelle nous sommes tous d'accord. Donc, en complément de ce qui vient d'être dit, c'est un Premier ministre qui n'est issu ni d'une élection présidentielle avec un programme clair, ni d'une élection législative avec un mandat de législature. C'est une personnalité qu'a pris le président de la République comme il aurait pu prendre Patrick Roger ou bien chacun ici. Non, mais c'est une personnalité, certes. Qui a insisté, parce qu'il a quand même claqué la porte du bureau d'Emmanuel Macron pour dire si tu me prends pas, je te mets le bazar. Mais précisément, donc sur sa personne, c'est une chose, mais il n'y a pas ici de ligne politique qui résulte d'un mandat de législature, et donc on a ce sujet, parce qu'effectivement, quand Alex dit, eh bien, il répond à chacun dit ce qu'il veut, il dit oui ou non en fonction, eh bien, c'est parce que de toutes les façons... C'est le résultat des élections législatives de 2024. Mais est-ce qu'il n'a pas surestimé donc le responsable, in fine, c'est le président de la République. Ses capacités de rassembler. Jean-Luc Benamias, vous le connaissez bien. C'était son Graal. C'était son Graal, être premier. Bon, enfin, son premier Graal, évidemment, mais il a le droit aussi c'est pas choquant en tant que tel. Jean-Luc Benamias, Non, oui, évidemment, j'ai côtoyé pendant quelques années de très près François Bayrou. L'homme est ce qu'il est, on commence à le cerner. C'est vrai que sa pensée principale depuis les années 80, c'est de devenir président de la République. Alors il a le droit, pourquoi pas. Mais la situation dans laquelle il se trouve, il accepte d'être Premier ministre sur un débat, vous le savez, qui a été
quand même très costaud avec Monsieur le Président de la République. Ah bah oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vois bien comment, dans ces cas-là, un François Bayrou qui a l'air relativement doux, enfin doux, c'est pas le terme, enfin en tous les cas, aimable et ainsi de suite. Dans ces cas-là, il n'est pas aimable, hein, je peux vous le dire. C'est clair. Ouais. Donc voilà, je le redis, c'est courageux hein, que des gens veuillent vraiment devenir Premier ministre dans cette situation, parce que quelle que soit la personnalité, quelle que soit la personne, homme ou femme ou homme, il n'y a pas de solution. Bon, on est tous d'accord autour de cette table. La maîtrise de cette assemblée est impossible. Totalement impossible. Oui, mais après, la maîtrise est totalement impossible, mais dire la vérité, je pense que c'eût été possible. Mais quelle vérité? Sur les 62 ans. Depuis le départ. Parce que, sur les 62 ans. Non, mais c'est primordial, c'est le point de bascule. Parce que demain, les socialistes ou les insoumis, enfin pas les insoumis en l'occurrence, mais les socialistes ou les écologistes ou même le RN ne lui feront plus confiance. Et donc c'est pour ça que forcément, la censure va arriver tôt ou tard. À un moment ou à un autre. Bon, en tout cas, il a fait mieux que Michel Barnier. Michel Barnier, 99 jours. Pour l'instant, Michel Barnier essuyait les plâtres. Ce qui est dramatique, c'est que lorsqu'on était plus jeune, on voyait tomber les gouvernements italiens. On se demandait comment est-ce possible. Et nous, et on se moquait à l'époque. Eh bien, je regrette mes moqueries. Absolument. Jean-Claude Beaujour, Jean-Luc Benamias, Arnaud Benedetti, Alex Darmon. Merci de nous avoir suivis dans Mettez-vous d'accord. Dans un instant, c'est André Berkoff, avec notamment la révolution, est-ce qu'elle va passer par les territoires? Avec Éric Azan, expert de la transformation numérique. Ce sera très intéressant, l'une des réflexions. Il y aura beaucoup d'autres sujets, évidemment, juste après le journal de midi sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.